Au-delà du massif des morts, la Provence vient se jeter dans la mer. On la voit sortir la tête de l'eau quelques kilomètres plus loin avec les îles d'Or, Porquerolles, Port-Cros et l'île du Levant. Les deux premières font le bonheur des vacanciers et des amoureux de la nature. La troisième est la plus mystérieuse. Cette dernière fut au XIXe siècle le berceau d'une histoire lugubre que peu de gens connaissent. Le 5 août 1850, une loi visant à régler les principes de détention des mineurs est votée. Désormais, tous les enfants abandonnés, orphelins et petits délinquants seront envoyés dans des colonies agricoles pénitentiaires jusqu'à l'âge de 16, 18 ou 20 ans, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés. Le 10 février 1861, un convoi d'une 60aine d'enfants quitte la prison de la Roquette à Paris pour se rendre à pied à Toulon, qu'ils atteindront au bout d'1 mois, puis rejoindre la colonie agricole de l'île du Levant. Les plus âgés ont 15 ans, le plus jeune, 6 ans et demi. Dès leur arrivée sur l'île, les jeunes prisonniers sont accueillis par le comte de Portalès. Les enfants aujourd'hui devant vous vont s'ouvrir les portes de la colonie agricole de Sainte-Anne. Vous y apprendrez à lire, à écrire, les métiers de la terre et aussi ceux de cordonnier, de tailleur, de forgeron, de maçon et même à fabriquer des pipes. Bien entendu, nous veillerons ici à ce que vous ne manquiez de rien, ni de nourriture, ni de vêtements. Pourquoi t'es là ? J'étais adoptée quand j'avais 3 ans. Mais mes parents me faisaient travailler dur. Ils me battaient pour un oui ou pour un non. Je n'avais pas le droit de coucher dans la maison, je dormais dans le foin, entre les tables et la porcherie. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai voulu m'enfuir. Mais les gendarmes m'ont arrêté pour vagabondage à Dijon. Et voilà. Comme tout le monde, quoi. Mais malgré les promesses, les enfants découvrent, une fois le compte reparti sur le continent, un monde cruel, où règne l'injustice et la violence. Mal nourris et travaillant plus de 12 heures par jour, ils sont de plus en plus nombreux à tomber malades. Roncelin, il y a le petit qui te cherche. Le petit, c'est Auguste Roustan. Son frère a été ramassé avec lui dans la rue, mais il est mort il y a 15 jours environ, juste avant d'arriver à Lyon. Alors, pour l'aider à tenir le coup, Roncelin lui raconte des histoires. Il lui fait croire que sur l'île du Levant, il existe un trésor caché quelque part. Les mois passent. Dans la colline, en plein soleil, les enfants coupent, arrachent, défrichent, transpirent. Tout à coup, le jeune Auguste Roustan fait une mauvaise chute. En tombant, sa tête heurte un rocher. Je veux pas mourir, Roncelin. Je veux pas mourir. Mais tu vas pas mourir. Donne-moi la main. Auguste, tiens bon. On va chercher du secours. J'ai mal. Le médecin va arriver. Il va te soigner, hein? T'entends? Auguste, t'en vas pas. Tu sais, le trésor, je crois que je l'ai trouvé. C'est vrai? Où ça? Sur le chemin qui mène au phare. Juste après la petite plage. On ira le voir demain tous les deux, d'accord? D'accord? Auguste, tu m'entends? Auguste! Mon Dieu! Je vous en prie, faites quelque chose! Faites quelque chose, je vous en prie, mon Dieu! Roustan n'est pas le premier colon à disparaître. Et devant la liste des morts qui ne cesse de s'allonger, Paul Noël essaie de convaincre ses compagnons que la seule issue est la fuite. On peut pas continuer comme ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Il a raison, Décor. Faut qu'on parte.
Une nuit, Théo Gruner, Cazenave et de Bourges tentent à leur tour de s'évader, mais rattrapés par les douaniers, ils sont conduits à la prison Saint-Roch à Toulon avant d'être ramenés au Levant. Une punition exemplaire leur est réservée par le directeur de la colonie. Ils devront passer 10 jours au cachot, barre de justice aux pieds. Une partie du personnel réprouve ces méthodes. Le médecin est renvoyé. Le chef des travaux abandonne ses fonctions. Sur l'île du Levant, les habitants commencent à jaser. L'injustice flagrante du châtiment qui a été infligé aux 3 garçons révolte les autres. Mais le séjour a laissé des traces. Et on retrouve de Bourges pendu à la branche d'un chêne. Théo garde la rage au ventre et met alors sur pied une mutinerie. Sur le continent, les rumeurs à propos de Sainte-Anne vont bon train et un inspecteur obtient le remplacement du directeur. Assis sur un rocher, Paul Noël et son petit frère aimé évoquent le souvenir de leur mère. Elle était comment, maman? Tu te souviens? Brune, je crois. Avec des grands yeux clairs. Elle était très jolie. C'est vrai que c'était une putain? Qui t'a dit ça? Tu sais, j'étais petit mais je me souviens la nuit. Les hommes qui venaient. Je faisais semblant de dormir. Elle me manque. À moi aussi elle me manque. Paul, tu crois vraiment qu'un jour on partira? Mais depuis qu'elle est en place, la nouvelle direction ne s'est montrée ni plus indulgente ni plus charitable. Les conditions de détention restent épouvantables et les punitions infligées tout aussi effrayantes. Les enfants sont prêts à tout pour s'échapper, jusqu'à risquer leur propre vie. Dans la colonie, le désespoir s'empare des détenus. Sous l'impulsion d'un groupe de rebelles, une révolte éclate un soir au moment du souper. Très vite, c'est la panique et personne ne vient à contrôler la situation, tant les enfants, déchaînés, font exploser leur rage avec une haine et une violence inouïes. Les bagarres éclatent un peu partout. La folie est à son comble lorsque les colons mettent le feu à un bâtiment. Quand au bout de 6 heures, l'incendie fut circonscrit, on découvrit les restes carbonisés de 14 cadavres. Une enquête fut menée. Les 16 rescapés auditionnés furent jugés le 2 janvier 1867. 2 prévenus seulement furent acquittés. Les autres, condamnés, n'échappèrent pas à la prison. 4 furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité. En revanche, certains enfants ayant eu une conduite exemplaire cette nuit-là, ils bénéficièrent d'une remise de peine. Durant les 2 années qui suivirent, la colonie changea plusieurs fois de direction, faillit presque un temps devenir l'œuvre de bienfaisance dont le comte avait rêvé, avant de retomber une nouvelle fois dans la terreur et la barbarie. Après la mort du comte en 1876, la colonie ne tarda pas à être vendue aux enchères, jusqu'à ce que le directeur des prisons demande à son ministre l'autorisation de la fermer. 1057 enfants y avaient été internés, 99 y étaient morts et enterrés, et les derniers détenus furent évacués et répartis dans d'autres colonies agricoles.